Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Aujourd'hui, on va parler de la AlphaWise U20. Et au début de l'été, Gearbest m'ont proposé de tester l'AlphaWise U20 et j'avais dit non pour plusieurs raisons. Donc déjà, je me suis dit que c'était peut-être la même imprimante que la U10, mais en plus petit. Et d'ailleurs, la U10, vous la voyez juste ici, on voit une petite partie. Mais en plus, moi, j'ai eu mon déménagement cet été. Ensuite, ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, je suis allé faire un petit voyage dans le sud de la France. Et là, l'été a eu le temps de passer. Il y a plein de gens qui ont testé cette imprimante et je me suis dit que le sujet était probablement clos. Mais pourtant, je reçois encore plusieurs messages par semaine de gens qui me demandent de tester l'AlphaWise U20. Donc aujourd'hui, je vous présente l'AlphaWise U20. J'ai regardé quelques reviews rapidement juste pour me donner une idée, puis en général, les gens semblent satisfaits, donc on va voir ce que j'en pense. On va pas se le cacher, l'AlphaWise U20 s'est inspiré de la CR10. J'ai testé la CR10, j'ai testé plusieurs copies de CR10 aussi. Et entre les bonnes copies de CR10 et les mauvaises copies de CR10, il y a un groupe de pièces qui sert à faire certains ajustements qui fait que l'imprimante elle va être bonne ou moins bonne. Si vous êtes habitué de voir mes reviews, vous savez déjà c'est quoi cette pièce. On va en reparler au cours de la vidéo. Donc moi je vous propose, on va se lancer dans le déballage. Donc on ouvre la boîte délicatement. Comme d'habitude, les imprimantes 3D sont assez bien emballées. Et déjà ici, si j'enlève ça, on est capable de voir le plateau chauffant et la base de l'imprimante. Donc voilà de quoi ça a l'air, on regardera de plus près tantôt. Donc voici où on est rendu. Donc je vais sortir la boîte de contrôle. On a nos fils ici, la boîte de contrôle. On va l'ouvrir tantôt pour voir à l'intérieur. Écran tactile à l'avant. Petit interrupteur sur le côté. N'oubliez pas de l'ajuster selon le voltage de votre région. Si cet interrupteur-là n'est pas dans la bonne position pour votre région, c'est possible que vous endommagiez l'imprimante. Petite boîte d'accessoires. Donc je propose qu'on regarde ça tout de suite super rapidement. Carte micro SD avec lecteur USB. Allen key, attache plastique, câble d'alimentation. Et c'est cool, pour une fois, j'ai une prise américaine et pas une prise européenne. Enfin, un fil que je vais pouvoir utiliser. Spatule pour décoller nos impressions. Tournevis, clé. Et on a un petit forêt pour déboucher la buse au besoin. Des petites pinces coupantes, fil USB, quelques vis, 2 morceaux de métal et notre limit switch de l'axe des Z. Ces morceaux de métal vont servir à connecter la base avec le reste de la structure de l'imprimante. Support pour bobine de filament. Échantillon de PLA noir 200 grammes. Le kit d'accessoires est très complet, donc ça me rend heureux. Bon, c'est l'heure de sortir le dernier morceau. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un groupe de pièces qui est assez important et c'est souvent ça qui fait la différence entre une bonne copie de CR10 et une mauvaise copie de CR10. Donc, si jamais vous n'aviez pas encore deviné c'est quoi la pièce, je parle bien sûr de cette petite pièce-là entre la roue et la pièce rouge, une excentrique. Donc, je vais vous rappeler à quoi ça sert une excentrique et pourquoi c'est si important, mais avant, je vais mettre un vêtement plus approprié. Et oui, vous n'êtes pas en train de rêver, j'ai effectivement un chandail excentrique. Donc, la représentation d'une excentrique et ici, le mot anglais pour excentrique, eccentric. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et qui connaissent pas mon amour pour les excentriques, je vous invite à regarder ceci. Le problème avec cette imprimante, c'est que elle est impossible à bien ajuster. Qu'est-ce qui est malheureux, en fait, c'est qu'on n'a pas vraiment d'ajustement pour ces roulettes-là. Vous voyez qu'elles sont juste sur les petits espaceurs en plastique. Donc, on n'a pas d'excentrique qu'on peut ajuster. Donc, déjà, une prédiction que je peux faire, c'est qu'il n'y aura probablement pas d'excentrique sur nos roulettes pour les ajuster convenablement. Donc, voyons voir. Il n'y a pas d'excentrique. 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 Il n'y a pas d'excentrique, 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 il n'y a pas d'excentrique. Donc, comme vous avez pu le voir, j'aime beaucoup les excentriques. Et quand j'ai su qu'il y avait des excentriques sur cette imprimante-là, c'est là que je me suis dit, OK, je la considère. Oui, je les aime à ce point-là, les excentriques. Alors, une excentrique, ça sert à quoi? Une excentrique, c'est un peu comme un écrou. Il n'y a pas nécessairement de filet à l'intérieur, par contre, et ça a cette forme-là, c'est-à-dire qu'on prend une clé pour tourner cet écrou-là, mais comme vous pouvez voir, le centre, il est décentré. C'est pour ça que ça s'appelle une excentrique. Si je fais tourner l'excentrique, le centre il va être plus à gauche ou plus à droite. Et donc, ma roulette va être plus à gauche ou plus à droite. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on va pouvoir choisir de mordre plus fort ou moins fort sur notre axe. Et le but, c'est que notre axe il soit solide et qu'il soit pas en train de bouger tout seul quand on y touche. Mais en même temps, on veut pas que ce soit trop serré au point que les roulettes se désagrègent. Donc, il faut aller chercher ce juste milieu. La AlphaWise U10 n'avait pas d'excentrique. Et donc, les axes y bougeaient un petit peu. Donc, la solution simple, ça serait d'acheter un petit sac avec des excentriques dedans. C'est vraiment pas cher. Sauf que avoir des excentriques, c'est tellement nécessaire à l'ajustement des axes que si une compagnie qui fait une imprimante de ce style-là n'a pas pensé à mettre des excentriques sur ses axes, j'ose même pas imaginer c'est quoi les autres détails qu'ils ont oubliés. Du moins, c'est la façon que je le vois. Les imprimantes qui n'ont pas d'excentriques, les axes, ils sont trop lousses. Ça s'utilise pas très bien.
Et puisque je trouve que c'est tellement important les excentriques sur ces imprimantes-là, voilà, j'ai décidé d'en faire un chandail. Et là, laissez-moi juste faire un petit peu de promo pour moi-même rapidement. Si vous aimez mon idée, vous pouvez vous procurer ce chandail-là. Ce design-là, c'est moi et ma copine qu'on s'est amusé à le faire et on s'est amusé à faire d'autres designs, molécules de PLA, ABS, PETG, etc. Donc on a plein d'idées. Puis vous pouvez acheter des chandails avec nos designs, des tasses, des sacs, etc. Il y a plein de trucs. Donc voilà, on s'est amusé à faire des designs. Lien dans la description si ça vous intéresse d'aller voir. Puis on utilise la plateforme Spreadshirt qui est internationale. Alors si vous voulez vous procurer quelque chose avec un de nos designs dessus, ça devrait pas être compliqué de l'obtenir peu importe où est-ce que vous habitez. Et si on voit que l'intérêt est là, ben on s'amusera à faire encore plus de designs si ça vous intéresse. Ok, désolé, je sais, je parle beaucoup. On va assembler ça maintenant, mais je pense que c'était très important de parler des excentriques. Bon, alors j'ai déposé ça sur ça. On a des trous ici, on a des trous là, on va aligner. Bon, je vous ai rapproché un petit peu. Donc, la pièce avec la limit switch, on va mettre ça du côté gauche de l'imprimante, donc gauche par rapport à quand on la regarde de face. On a deux grandeurs de vis différentes. Les petites vis vont aller comme ça, à travers le bout de métal, et les longues vis, elles vont aller sous l'imprimante pour se visser en quelque sorte, comme ça. Donc, je pense que je vais commencer par ceux qui sont en dessous. Donc, j'ai vissé les deux du haut, mais je les ai pas vissés très serrés parce qu'il faut aussi que j'aligne la partie du bas. Puis, si c'est trop serré, ça va être difficile à faire. Puis, c'est possible qu'on visse puis que ça soit mal aligné. Donc, je vais visser juste un petit peu. Je mets la dernière vis. Et là, maintenant que mes 4 vis sont bien en place, là, je vais pouvoir y aller plus serré. Les vis de dessous sont vissées, donc maintenant, on va mettre nos pièces de côté. Donc là, c'est pas la même grandeur d'Allen Key. Puis encore une fois, je vais m'assurer de pouvoir mettre toutes les vis avant de visser serré pour vrai. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. OK, donc c'est en place et c'est très solide. La table bouge, mais l'axe ne bouge pas. Maintenant que c'est assemblé, ça va être l'heure de mettre le contrôleur à côté et de brancher tous les fils. Et c'est super facile à brancher. C'est tout identifié, donc c'est pas très compliqué. Donc moteur XYZ, limit switch XYZ, moteur d'extrudeur, détecteur de filament pour l'extrudeur aussi. Et ensuite, on a ces deux fils-là qui partent de l'imprimante. Il y en a un qui a 4 trous et il y en a un qui a 8 trous, donc on peut pas se tromper. Celui à 4 trous, c'est pour le plateau chauffant. Et celui à 8 trous, c'est pour la tête d'impression. Donc, pendant que je fais les branchements, je me rends compte que j'ai oublié de dire que c'est Gearbest qui m'a envoyé cette imprimante-là. Je ne suis pas payé pour faire la vidéo, sauf que Gearbest m'a envoyé l'imprimante gratuitement pour que je puisse vous la présenter. Mais comme d'habitude, si après avoir écouté ma vidéo, vous décidez que vous voulez vous procurer cette imprimante, il va y avoir mon lien affilié Gearbest dans la description de la vidéo. Et si vous utilisez ce lien, ça m'aide avec ma chaîne YouTube, ça m'aide à la garder en vie et à produire du contenu, donc merci beaucoup. OK, donc tout est branché, puis il n'y a rien d'étonnant. Comme d'habitude, très facile à brancher ce genre d'imprimante-là. Ah, mais c'est vrai, j'y pense. J'avais dit qu'on allait regarder dans le boîtier, donc je vais dévisser ça tout de suite. On va tout de suite regarder. Bienvenue dans le boîtier de contrôle. Donc ici, on a notre écran tactile qui est relié par un petit câble à ruban. Ensuite, ici, on voit que tout est connecté avec des petits connecteurs super clean. On a nos drivers pour les moteurs. Donc comme d'habitude, il y a des petits radiateurs pour les refroidir. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est ça ici. On a un MOSFET avec un bon radiateur quand même. C'est pas énorme, mais c'est bien mieux que ce qu'on a déjà vu ailleurs. Et c'est cette pièce-là qui va nous permettre de chauffer notre plateau chauffant. Donc on va voir comment il performe ce truc-là, mais je suis content de voir qu'il est quand même bien refroidi. Les connexions sont bien protégées, c'est bien. Ensuite, si on regarde du côté de l'alimentation, c'est dans des cosses, puis ensuite c'est vissé, donc ça c'est très clean. Ici aussi, on a des cosses avec protecteur plastique par-dessus. Et moi, qu'est-ce qui m'a étonné? J'avais pas encore vu ça dans une imprimante 3D. Ils ont fabriqué un petit guide pour l'air de l'alimentation. Le ventilateur dans l'alimentation, il pousse de l'air, et donc au lieu de pousser cet air-là dans notre boîtier de contrôle, il va le pousser directement à l'extérieur grâce à ce petit guide-là. Donc ça, c'est très intéressant, mais j'aurais aimé ça, voir un ventilateur ailleurs pour refroidir notre carte de contrôle. Ces trucs-là, ça devient chaud. Ça va devenir chaud. Donc peut-être que ce serait une modification à faire, mettre un petit ventilateur ici. Vous voyez, il y a 2 trous, ça pourrait se visser là. Ça permettrait de refroidir cette région-là un petit peu. Parce que là, ce gros trou-là, il est occupé par ce guide-là. Donc, pour refroidir passivement l'imprimante, il y a juste cet espace-là et cet espace-là. En théorie, ça devrait être suffisant, mais c'est vrai que c'est pas énorme. Bon, après, l'air qui entre dans l'alimentation pour ensuite ressortir dehors, j'imagine que ça crée un courant d'air aussi. Mais bon, vous voyez le genre. Ça aurait pas été mauvais qu'il y ait un petit ventilateur dédié à refroidir la carte de contrôle. Mais globalement, je suis satisfait de ce que je vois, donc je vais remettre ça en place maintenant. Avant qu'on allume l'imprimante, je veux qu'on parle de certains trucs. Donc déjà, j'ai assemblé le support à filament. Je sais pas si je l'aime, je veux dire, il fait un petit peu jouet. Et bien qu'il y ait des possibilités d'ajustement, le petit bâtonnet qui est fourni avec, sa longueur, elle est fixe, donc on est obligé de le mettre à cet ajustement-là. Et donc, oui, une petite bobine, ça va entrer, mais une grosse, pas vraiment. Donc, si on veut utiliser une plus grosse bobine, il faut changer cet ajustement-là, mais il va falloir utiliser un autre axe que ce petit bâton-là.
donc pas idéal. Mais là, je veux donner des détails sur l'imprimante. Donc déjà, vous voyez qu'on a des courroies. Les courroies sont reliées à des petites poulies. Notre courroie, on veut pas qu'elle soit trop lousse, mais on veut pas qu'elle soit trop tendue non plus. Donc allez-y avec votre jugement, mais vous voyez un petit peu de quoi ça a l'air. Pour l'ajuster, c'est pas très compliqué. On dévisse les 4 petites vis ici, puis on va tirer ou pousser sur le petit morceau de métal rouge. Ça va déplacer notre poulie. Même phénomène pour l'axe des X. On a juste à dévisser ça et ça, puis ensuite, on peut bouger notre poulie pour ajuster la tension de la courroie. Donc ici, on a la zone de la tête d'impression avec la buse ici. On a le ventilateur qui souffle sur le plastique pour le refroidir lorsqu'il se fait imprimer. Donc si je teste cet axe-là ici, je vois que ça bouge pas beaucoup. En comparaison avec une autre imprimante que j'ai, vous voyez comment il y a du jeu ici. C'est ça que ça donne quand on n'a pas d'excentrique. Donc mon excentrique ici, elle semble bien ajustée parce que ça bouge pas. Et l'excentrique, elle se trouve juste ici sur la roulette du dessous. Ensuite, j'ai une autre excentrique juste là et elle semble déjà bien ajustée elle aussi parce que quand je fais juste glisser mon doigt dessus, la roulette n'a pas tendance à tourner dans le vide. Même chose pour celle-là ici, ça tourne pas dans le vide. Mais quand je fais tourner mon axe manuellement, j'ai pas de difficulté à le faire bouger. Donc ça a l'air de bien aller ici. Je vais faire le même test ici, ça tourne pas dans le vide. Donc ça a l'air d'être bien ajusté ici. Si jamais votre roulette elle tourne dans le vide ou si vous pensez que c'est mal ajusté, vous prenez votre petite clé qui vient avec l'imprimante, puis ensuite vous faites tourner. Ça va pas visser ou dévisser quoi que ce soit, ça va juste déplacer un petit peu la roulette vers la gauche ou vers la droite pour qu'elle morde plus ou moins fort sur la surface. Le plateau chauffant, même chose, il a l'air d'être bien ajusté, il bouge un petit peu, c'est normal, c'est sur des ressorts. Et d'ailleurs, quand je fais ça comme ça, j'ai une bonne résistance, donc c'est des ressorts assez forts. Quand les ressorts sont trop mous, ça a tendance à se désajuster tout seul, c'est pas bon. Et aussi, on voit que la base en métal, elle est bien épaisse, donc c'est pas quelque chose qu'on peut plier trop facilement. En comparaison, regardez la base de cette imprimante-là ici, c'est tout petit, je peux le plier presque avec mes doigts. Donc ça, c'est bien solide. Et vous voyez, on n'a pas d'excentrique de ce côté-là, parce qu'elle se trouve de ce côté-là. Donc, c'est toutes des roulettes que vous pouvez ajuster. Ah, à vrai dire, je peux ajuster celle-là parce qu'elle tourne dans le vide. Bon, voilà, ça devrait être bon. Le plateau était déjà stable, donc ça va. Plateau chauffant en métal, il n'est pas isolé en dessous, donc c'est pas optimal. S'il y avait eu une petite isolation, ça aurait aidé le plateau à chauffer plus vite et à mieux garder sa chaleur. Rien de dramatique, mais je le précise. Donc, plateau chauffant en métal sur lequel on a une vitre. Et sur une des faces de notre vitre, on a un bulle du tac, donc une petite surface en plastique qui va aider le plastique à adhérer. Mais si vous voulez, vous pouvez enlever les 4 petites clips qui sont au coin, mettre la vitre de l'autre côté, puis vous allez avoir une surface en vitre. Ça change énormément l'aspect de la première couche qu'on imprime. On a seulement un moteur pour l'axe des Z, il n'y en a pas de ce côté-là. Pour une imprimante de cette grandeur-là, c'est pas extrêmement important qu'il y ait un axe de l'autre côté, donc ça ne me dérange pas du tout. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tout en haut de notre tige pour l'axe des Z, en dessous de ce petit morceau de plastique, on a un roulement à billes. Donc notre tige, elle est fixée en haut dans un roulement à billes. Elle n'est pas juste dans le vide. Donc elle est bien maintenue. Ça, j'aime ça. Notre clip pour l'extrudeur, c'est du métal, donc ça peut pas casser. Alors ça, quand c'est en métal, on est content. Puis ils ont mis le détecteur de présence de filament juste ici, donc pourquoi pas, hein? Directement à l'entrée. On a le détecteur qui est là. Et donc, quand on manque de filament, l'imprimante, elle va s'arrêter, elle va se mettre sur pause et elle va attendre qu'il y ait à nouveau du filament pour reprendre l'impression. Et il y a aussi une protection contre les pannes de courant, c'est-à-dire que s'il manque d'électricité, au moment où vous allez redémarrer l'imprimante, elle va se souvenir où est-ce qu'elle était rendue et elle va reprendre où est-ce qu'elle était. Bon, je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais à dire côté structure. Donc, l'imprimante a l'air très solide pour l'instant. Seule chose qui me fait peur, c'est la buse, parce que la buse qui était sur la U10, je trouvais qu'elle bouchait très souvent. Donc j'espère que la U20, ça va pas faire le même problème. Alors là, je vous propose qu'on démarre l'imprimante. Donc elle est déjà branchée. Je vais juste appuyer sur l'interrupteur à l'arrière. L'écran tactile s'allume et c'est très simple comme interface. Mouvement, dossier, nivelage et extrusion. Mais avant que je vous montre l'interface, ce que je vous suggère, c'est qu'on mette l'imprimante à jour. Parce que ce que j'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que sur la carte SD qui vient avec l'imprimante, on a plein de fichiers. Donc des exemples de fichiers à imprimer. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire vos premières impressions avec ces exemples-là. Parce que si vous n'êtes pas capable d'imprimer les exemples d'usine, ça veut dire qu'il y a un problème avec votre imprimante et vous allez savoir que c'est pas juste parce que vous avez mis de mauvais paramètres. Alors vos premières impressions de préférence, allez-y avec ce qui est déjà sur la carte. Mais aussi sur la carte, il y a le mode d'emploi. Et dans le mode d'emploi, ça parle de mise à jour. Et pour mettre à jour l'imprimante, vous allez aller sur le site de AlphaWise. Je vais vous mettre le lien dans la description. Mais vous voyez ici, il est écrit Download. Vous cliquez là-dessus, ça rouvre Dropbox. Et sur Dropbox, vous allez voir longer3d.ui et project.bin. Donc, cliquez sur télécharger ici. Ça vous télécharge une archive. Et dans l'archive, on va avoir les 4 fichiers qu'il y avait sur le Dropbox. Mais nous, c'est vraiment juste ces 2 fichiers-là qui nous intéressent. On prend ces 2 fichiers-là, on les met sur la carte SD.
On prend la carte SD, on la met dans l'imprimante. De préférence, on la met du bon côté, ça peut aider. Et là maintenant, normalement, quand on va ouvrir, voilà, on voit que c'est en train de se mettre à jour. L'imprimante redémarre une fois la mise à jour terminée et voilà, on a maintenant une nouvelle interface. Ce que je vous recommande maintenant, c'est enlever votre carte SD et supprimer les fichiers de mise à jour parce que sinon, chaque fois que vous allez ouvrir l'imprimante, elle va essayer de faire la mise à jour, mais vous l'avez déjà faite. OK, donc ici, on va être capable de bouger nos axes. On bouge l'axe des Y, on bouge l'axe des X et on bouge aussi l'axe des Z. Voilà, ça fonctionne. On peut choisir les bonds auxquels on se déplace. On peut aussi faire Home sur nos axes, mais on ne le fera pas tout de suite parce que je vais vous parler de quelque chose avant. Dans Fichier, on va voir les fichiers de la carte SD, puis on va pouvoir imprimer à partir de là. Dans Extrude, on va pouvoir changer la température de l'extrudeur. On va pouvoir faire entrer et sortir du filament. Aussi, je voulais vous dire, dans Move Head, le petit cadenas ici, c'est pour éteindre les moteurs. Parce que quand les moteurs sont allumés, ils vont garder leur position en place et on ne pourra pas les déplacer. Vous voyez, c'est bloqué en place. Si j'appuie sur le petit cadenas, je peux bouger. Ensuite, dans Leveling, c'est juste un petit raccourci pour envoyer la buse dans les quatre coins. Puis ensuite, on peut niveler le plateau avec les petites roulettes ici. On va faire ça tantôt. Recovery, c'est probablement si vous êtes en train d'imprimer et qu'il y a une panne de courant. Lorsque vous rallumez l'imprimante, vous allez cliquer là pour reprendre votre impression. Si je clique sur More, qu'est-ce que j'ai? J'ai paramètres, donc on va cliquer là. Donc on peut modifier certains paramètres de l'imprimante. Si vous ne savez pas ce que vous faites, je vous conseille de ne pas toucher à ça par contre. Donc vous pouvez sélectionner un paramètre, cliquer ici j'imagine, puis vous pouvez changer la valeur. Donc moi je ne vais rien changer là. Et About, modèle, grandeur, version. Et on peut appuyer sur ça pour revenir au menu principal. Donc très simple comme interface. Bon, alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le nivelage du plateau. Donc pour faire ça, ce que je vous conseille de faire déjà, c'est manuellement faites descendre votre axe jusqu'à ce que ce bout de métal-là, il touche la switch qui est là. Donc, vous allez entendre un petit clic lorsque ça touche. Donc, on va descendre, 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 descendre. Et j'arrive pas à descendre et j'ai toujours pas entendu mon clic. La raison, c'est que mon plateau est trop haut. Donc, en procédant comme ça, on a évité de faire un home qui envoie la buse se fracasser dans le plateau. Et c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas faire home tout de suite. Là, on va baisser le plateau de façon à ce qu'on puisse au moins se rendre à la limite switch sans que la buse touche. Donc, à l'aide des vis sous le plateau, on va changer la hauteur. Et là, en théorie, je devrais être capable de descendre jusqu'à ma switch. Alors maintenant, si j'allume l'imprimante, je devrais pouvoir aller dans Move Head et ensuite faire ça ici, la petite maison. Là, ça va descendre et en théorie, ça devrait rien briser. Alors, ce qu'on va faire, on va profiter du fait qu'on a un petit raccourci pour le leveling et on va aller coin par coin. Donc, je vous montre tout de suite qu'est-ce que ça va donner. Donc, si je vais à l'arrière à gauche, eh bien, vous voyez qu'on est à l'arrière à gauche. Donc maintenant, on va se prendre une petite feuille de papier et le but, c'est d'ajuster le plateau pour qu'il soit assez haut, pour qu'il y ait seulement une petite friction entre le papier et la buse. Donc vraiment, il faut qu'on soit capable de la bouger et qu'il y ait une toute petite friction. Et voilà, vous voyez l'espace qu'il y a. C'est juste assez pour ma feuille de papier, donc c'est bien. Assurez-vous que la buse, elle est propre parce que s'il y a des petits bouts de plastique qui sortent, bien sûr, ça va accrocher sur la feuille et ça va fausser les mesures. Et aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est mieux de faire la calibration quand le plateau est à température d'impression. Alors, si vous imprimez en PLA, probablement que vous allez chauffer à environ 60 degrés. Si vous imprimez en ABS, probablement autour de 80-100 degrés parce que la vitre, elle va avoir tendance à se dilater. Et encore une fois, ça peut fausser l'ajustement, donc c'est mieux d'ajuster quand le plateau est chaud. Donc, faites le tour plusieurs fois et aussi ce que vous pouvez faire, c'est débarrer vos moteurs, puis ensuite aller tester d'autres points, comme par exemple au milieu. On veut que ce soit la même chose, qu'on puisse passer la feuille de papier, mais que ce soit assez près du plateau quand même. Si c'est trop loin, ça va pas adhérer. Si c'est trop près, il n'y a pas assez de plastique qui va couler, puis ça va probablement finir par boucher votre buse. Donc j'ai vérifié 2-3 fois, le plateau semble très bien ajusté. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on va mettre du filament, et ensuite on parlera d'impression. J'ai une bobine de filament noir que j'avais déjà entamée, donc je vais prendre celle-là au lieu de prendre l'échantillon qui venait avec l'imprimante. Et je pense qu'on a de la chance. Ça devrait entrer dans le support. Ouais, effectivement, on a été chanceux, sauf que, vous l'entendez peut-être, ça frotte un petit peu. Donc, on va aller dans Extrude. On va se mettre en bond de 10 et on va mettre ça à 200 degrés. Voilà, donc quand ça va arriver à 200, on va commencer à faire couler du plastique. Et en attendant, ce qu'on peut faire, c'est faire monter l'axe des Z un petit peu. Donc, je vais le faire augmenter jusqu'à environ 20 mm de haut. Et comme ça, on pourra voir le plastique couler quand la buse va être chaude. Et des petites pinces comme ça, des petits tweezers, ça peut être très utile pour enlever le plastique qu'ils font, pour toujours garder la buse bien propre. Et je remarque que si j'appuie sur ça ici, c'est là que je peux choisir la température du plateau chauffant.
Donc, il faut appuyer sur ça. On est à 195, donc je propose qu'on commence à mettre du filament. Alors, je prends mon morceau de filament, je le passe dans le détecteur juste ici. Et là, vous voyez le morceau, il est juste là. Là, ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur la pince. Ça va séparer l'engrenage de la petite roue qui est là. Et on va être capable de faire entrer du filament. C'est le genre de chose qui est facile à deux mains, mais à une main, c'est plus compliqué. Et une fois que le filament est rendu dans le tube PTFE, soit qu'on appuie sur plus E, qui va nous faire sortir 5 mm ou 10 mm ou 1 mm. Ou sinon, on peut faire auto. Et si on fait moins E ou auto de l'autre sens, ça va faire sortir le filament. Vous voyez, puisque la bobine, elle tourne pas super bien dans le support, elle a tendance à se faire tirer au lieu de tourner. Dans pas très longtemps, on devrait pouvoir voir du plastique couler. Et voilà, ça commence à couler. Parfait. Donc, on va faire stop. Et voilà, ça arrête de couler. Donc, on peut enlever ça. Donc, maintenant que notre imprimante, elle est calibrée et en plus, on a du filament. Donc là, on serait prêt à imprimer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous conseille d'imprimer les modèles qui sont déjà présents sur la carte SD puisqu'ils sont déjà bien paramétrés pour fonctionner avec cette imprimante-là. Mais à partir du moment où vous voulez imprimer vos propres modèles, vous téléchargez un fichier STL sur un site comme par exemple Thingiverse. Ensuite, vous mettez ça dans Cura ou Simplifier 3D ou un autre slicer. Dans le mode d'emploi de l'imprimante, ça vous explique comment fonctionne Cura, donc je ne vais pas trop en parler. Moi, je vais l'utiliser avec Simplifier 3D et mon profil sera bien sûr disponible en téléchargement. Ce que je risque de faire, puisqu'il y a beaucoup de liens que je veux vous partager, c'est que je vais mettre un lien vers un article sur mon site web et sur cet article-là, il y aura toutes les informations complémentaires à cette vidéo qui vont être là. Et donc, c'est là que vous pourrez télécharger mon profil Simplifier 3D pour cette imprimante-là. Puisque c'est essentiellement une CR10, probablement que vous pouvez trouver n'importe quel profil déjà configuré pour la CR10 et ça devrait assez bien fonctionner. Ou du moins, ça devrait être une très bonne base pour débuter. Bref, moi, je vais aller faire mon profil Simplifier 3D. Je vais faire quelques tests. Je vais donc vous envoyer voir des timelapses. Et au retour des timelapses, on pourra observer la qualité qu'on a obtenue. Je vous donnerai mon opinion finale pour le review de cette imprimante. Et on va conclure ainsi. Donc, direction timelapse. Nous revoici quelques jours plus tard, j'ai même eu le temps d'aller me faire couper les cheveux. Vous voyez déjà ici les objets que j'ai imprimés, mais avant de vous parler des objets que j'ai imprimés, je veux vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'ai remarqué de cette imprimante en l'utilisant. Alors premièrement, je trouve que l'interface, elle est très facile à utiliser, elle est assez intuitive, elle n'est pas compliquée, ça va très bien. J'aurais juste peut-être apprécié que ce boîtier-là, il soit à un genre d'angle de 45 degrés pour que l'écran il soit vis-à-vis moi quand je suis assis et non pas que j'ai toujours besoin d'être debout. C'est un petit détail, mais si on regarde ici la Tevo Tornado, on voit que l'écran est en angle. Même chose avec la Creality CR10. On voit un petit peu mieux comme ça. C'est juste plus agréable à utiliser. Mais je dois dire que ça, c'est une des interfaces tactiles les plus agréables que j'ai utilisées sur une imprimante 3D. Très souvent, les imprimantes de ce genre-là, les petites roulettes ici, c'est tout petit, c'est pas super confortable, ça fait mal aux doigts, puis c'est difficile à tourner. Donc, je risque de m'imprimer des petits adaptateurs pour rendre la roulette plus grosse. J'ai fait la même chose sur ma Tevo Tornado, j'ai fait la même chose sur ma Creality CR10 et ça aide beaucoup. Comme vous pouvez le voir, c'est pas le plateau original. Le plateau original, il est juste ici. Ça arrive très souvent sur les imprimantes chinoises que les vitres qu'ils nous donnent, elles sont un petit peu bombées. C'est-à-dire que si on met la vitre d'un sens, le milieu, il est plus haut. Si on met la vitre de l'autre sens, le milieu, il est plus bas. Donc, ça arrive pas à tout le monde, mais ça arrive à beaucoup de gens. Ici, la différence de hauteur entre le milieu et les coins, elle est pas énorme. On peut travailler autour de ça. On peut faire un ajustement qui compense pour tout ça. Sauf que cette vitre-là, malheureusement, elle est beaucoup trop bombée. Je pense que je peux vous faire la démonstration parfaite. Regardez, il y a comme un point de pivot. Je peux faire tourner ma vitre tellement elle est plus haute au milieu. Donc ça, c'est malheureux, mais c'est du déjà vu aussi. Et c'est pour ça que moi, j'ai un miroir sur ma Creality CR10. Je vais vous mettre une petite carte en haut de l'écran. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris un miroir. Et c'est pour ça que dans mes timelapses, vous voyez que j'ai mis ça. Donc ça, c'est un de mes miroirs, encore une fois. Sauf que sur ce miroir-là, j'ai collé un bulle du tac dessus. Et avec ce miroir-là, qui est beaucoup plus plat que cette vitre-là, j'ai enfin pu
continuer à imprimer avec cette imprimante-là. C'est pas un problème qui a été résolu, ces vitres-là. Quelqu'un qui achète cette imprimante-là, c'est possible qu'il ressente le besoin de changer la vitre du plateau. Parfois, qu'est-ce qui est possible de faire, c'est trouver quel côté où le milieu est plus haut. Donc, dans mon cas, à moi, le côté le plus haut, c'est le côté du Bultac. Donc, je pourrais mettre ça comme ça, et sous le plateau au milieu, mettre un genre de bout de papier plié pour faire une certaine épaisseur. Et des fois, ça peut aider à compenser juste assez pour remonter le milieu un petit peu. Sauf que moi, sur ma vitre, le défaut, il est trop gros. Donc, j'ai pas été capable de compenser avec une petite épaisseur de papier. Bon, sinon, la buse, j'ai pas eu autant de problèmes que j'ai eu avec la AlphaWise U10 qui est juste là. La buse, elle n'a pas bouché. J'ai changé de plastique plusieurs fois. J'ai pas eu de problème. La structure, elle est solide, donc j'ai pas eu de problème avec ça non plus. Donc, globalement, je vous dirais que côté hardware, ça s'est bien passé quand même, sauf pour la vitre. Donc, ce que je suggère, c'est maintenant, on va parler des impressions. La première chose que j'ai imprimé, c'est ce petit cube de calibration. Et vous pouvez voir dans les coins, on a des genres de petites bosses et on a un peu de ghosting. Vous voyez le X, on dirait qu'il se dédouble. Ce côté-là, il est un petit peu mieux. L'axe des Z, ça va. Donc voilà, ça c'est après mes premiers ajustements et mes premiers paramètres. Ensuite, j'ai fabriqué ce bateau et si on zoome dessus, on voit encore là, on a une genre de surextrusion qui arrive très souvent, surtout dans les coins quand il y a des rétractions par exemple, et ça paraît quand même beaucoup. Et en plus, on voit que le plateau n'était pas super bien ajusté. Je pense que ça, je l'avais imprimé quand j'étais sur la vitre d'origine. Très très difficile à calibrer quand c'est pas la même hauteur partout. Donc ça, quand j'ai vu ce bateau-là, je me suis dit, c'est pas si mal, mais il y a quand même place à beaucoup d'améliorations. On est capable de dire que c'est un bateau, mais il y a beaucoup de débordements quand même. Alors ensuite, j'ai fait quelques tests de rétraction. Ça, c'est disponible sur le site Thingiverse. C'est un test qui se fait en moins de 10 minutes et ça aide beaucoup à calibrer les paramètres de rétraction de l'imprimante. Ensuite, j'ai fabriqué ça en filament argent, un boulon et un écrou. Et en plus, là, c'est difficile à faire à une main, mais vous voyez, ça tourne assez facilement. En fait, je ne sais pas pourquoi je n'utilise pas mon trépied depuis tout à l'heure. Je vais vous remettre sur le trépied. Ah voilà, beaucoup plus stable maintenant. Donc vous voyez, je suis capable d'enlever mon écrou. Et voilà, ça se visse, ça se dévisse. C'est quand même cool. Puisque c'est imprimé en argent, on dirait un petit peu du métal, donc c'est chouette. On voit encore qu'il y a des imperfections, sauf que ça commençait à être un petit peu moins pire. Ensuite, j'ai fabriqué ce magnifique vase. Donc, vous voyez avec l'éclairage, on arrive à percevoir là, plusieurs polygones. 3 couches de plastique en dessous, 2 périmètres de large, puis on n'a rien sur le dessus et c'est vide à l'intérieur. C'est imprimé en PLA comme d'habitude et vous voyez, c'est un petit peu flexible. Pour qu'il soit plus solide, il aurait fallu mettre plus de paramètres. Donc ça a très très bien rendu. J'arrive pas vraiment à voir d'imperfection, mais en même temps, fabriquer un vase comme ça, c'est très 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 facile pour une imprimante 3D parce qu'il n'y a même pas de rétraction. C'est vraiment juste tourner et monter jusqu'à temps que ça se termine. Donc, il n'y a pas de moment où est-ce qu'on a des rétractions et qu'on passe d'un point à un autre. Donc, c'est très, très, très facile pour une imprimante 3D d'imprimer une pièce comme ça. Mais voilà, je suis content du résultat. Et ensuite, j'ai réimprimé 2 bateaux. Ils ne sont pas exactement de la même couleur, mais ils donnent à peu près les mêmes résultats. Sauf que lui, il réfléchit un petit peu plus la lumière que celui-là et on arrive à voir des trucs un petit peu différents. Alors ici, on voit un petit peu un genre d'effet salmon skin ou en français peau de saumon. Ça, c'est à cause du type de contrôleur de moteur qui a été choisi pour l'imprimante. Pour remédier à ça, soit on change les contrôleurs de moteur, soit on branche quelque chose qui s'appelle des TL Smoothers en série avec les moteurs. Donc, disons qu'on a un moteur, on le branche là-dessus et ça s'en va dans la carte de contrôle à l'endroit où le moteur était branché originalement. Je vous mets une petite carte ici, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ici, on le compare avec le bateau de tout à l'heure. Regardez autour de la porte, on voit que côté rétraction et débordement en quelque sorte, ça l'a beaucoup réduit avec des paramètres améliorés et aussi le plateau était mieux nivelé, donc ça aide. Donc celui-là a beaucoup mieux sorti, puis il est très semblable à celui-là. Les petits endroits où on a des débordements, ils sont presque aux mêmes places. Donc ça, je considère que c'est un assez beau benchy quand même. Pas parfait, mais très bien quand même. Et si vous regardez à l'arrière, on est capable de le lire, 3D benchy. Il faut forcer un petit peu, mais on arrive à le lire. Donc, globalement, j'ai réussi à avoir quand même d'assez bonnes impressions avec l'imprimante. Donc, au final, cette imprimante-là, qu'est-ce que j'en pense et est-ce que je la conseille? Bon, ok, c'est évident, c'est inspiré de la CR10, mais au moins, c'est bien inspiré de la CR10. Ils n'ont pas trop essayé de couper les coins ronds. Ils sont allés quand même dans les détails, donc je vous en ai déjà parlé 1000 fois dans cette vidéo. Les excentriques qui permettent de bien ajuster l'imprimante. Le fait que notre petite vis ici, elle est retenue en haut avec un roulement à billes, c'est cool aussi. Il y a des imprimantes qui font pas ça et qui laissent juste le haut de la vis dans le vide. Moi, je préfère quand c'est retenu dans un roulement à billes. L'écran tactile
tactile fonctionne bien, il est intuitif. Par contre, le trou pour mettre la carte micro SD, je trouve qu'il n'est pas extrêmement bien aligné avec le lecteur de carte SD. Et à un moment, j'ai mis ma carte dans l'imprimante, sauf que je l'ai mis juste en dessous du lecteur, puis j'ai presque échappé la carte dans le boîtier de contrôle. Donc si ça avait été juste un petit peu mieux aligné, ça aurait été quand même mieux. Mais ça, bien sûr, c'est des détails. Quelque chose qui est aussi un détail, mais qui est quand même très important de mentionner. Vous vous rappelez, je vous parlais du ventilateur de l'alimentation qui a un genre de guide pour l'air. Ben, étrangement, ils ont envoyé l'air du côté de l'impression au lieu que le guide, ben, il aille de l'autre côté. Ils auraient pu faire des fentes de ce côté-là à la place, peut-être. Et ce que ça fait, c'est que pendant votre imprimante, il y a continuellement de l'air tiède qui sort d'ici et qui se rend jusqu'à l'impression. Dans mon expérience à moi, ça n'a rien changé, sauf que si jamais vous imprimez et que vous avez du warping, des déformations du plastique, peut-être que c'est à cause qu'il y a du vent qui n'arrête pas de sortir de là et qui s'en va sur votre impression et qui fait refroidir ou tiédir certaines régions du plastique de façon inégale. Donc c'est quelque chose à considérer, mais si on regarde le placement des fils et tout, le boîtier de contrôle, il va de ce côté-là de l'imprimante, donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas juste envoyé l'air de l'autre côté? Je sais pas. Ça, par contre, c'est mal. Non seulement ça a l'air d'un jouet, mais en plus, je veux dire, ça tourne pas très bien, c'est pas assez large. Bref, ça, je suis pas fan. Si jamais vous vous procurez cette imprimante et que vous n'aimez pas ça non plus, imprimez-vous quelque chose d'autre, c'est tout. Vous pouvez vous imprimer une genre de petite structure comme ça, puis ensuite vous prenez un petit bout de métal et vous mettez ça comme ça, puis la bobine, elle tourne là-dessus. Ça fonctionne super bien. Bon, côté fiabilité, moi, c'est certain, je m'en suis servi pendant une semaine. Jusqu'à présent, elle a été fiable. J'ai pas eu de panne ou de problème étrange à régler. Alors, il faudra voir avec le temps si cette imprimante-là peut être aussi fiable que ma Tevo Tornado et ma Creality CR10, qui sont les deux imprimantes que j'utilise le plus. J'ai toujours pas eu de problème majeur avec ces deux imprimantes-là. Elles fonctionnent encore très bien. Donc, il faudra voir si cette imprimante-là, elle est capable de suivre. Sauf que si on regarde la structure, comment c'est construit, il n'y a pas vraiment de point faible par rapport à CR10 Tevo Tornado, encore une fois. On a ouvert le boîtier de contrôle, c'était bien câblé, c'était tout propre. Donc, je pense que c'est quand même prometteur. Cette imprimante-là, j'ai eu une bonne expérience avec, donc je me sens à l'aise de la conseiller. Alors, est-ce que cette imprimante-là, elle est meilleure qu'une Tevo Tornado ou qu'une Creality CR10? Moi, je pense que non. Je pense qu'elles sont à peu près équivalentes. Dans mon expérience à moi, oui, j'apprécie l'interface tactile de cette imprimante-là, sauf que si on regarde juste la qualité d'impression que j'ai obtenue avec cette imprimante versus Tevo Tornado Creality CR10, c'est à peu près équivalent. Cette imprimante-là, tout comme la Tevo Tornado, je conseille de mettre des TL Smoother pour enlever l'effet peau de saumon. La Creality CR10, elle, ses contrôleurs de moteur, ils font pas ce genre de petits défauts-là dans les impressions, donc pas besoin de TL Smoother sur celle-là. Souvent, la Creality CR10, la Tevo Tornado et cette imprimante-là sont comparées. Donc, si vous magasinez entre ces trois-là, laquelle que vous devriez acheter, donc moi, je vous dirais, comparez les prix, regardez qu'est-ce qui a l'air d'être le plus avantageux. Ce qu'il faut garder en tête pour toutes ces imprimantes-là, c'est que la Creality CR10, elle est très connue, elle a une grande communauté qui la supporte. La Tevo Tornado, elle a son fameux plateau chauffant qui chauffe super vite en courant alternatif. Et celle-là, souvent, on la voit moins chère et pourtant, elle donne de bons résultats. Donc, à vous de choisir si vous voulez l'imprimante qui est très soutenue par la communauté, si vous voulez l'imprimante avec le plateau chauffant qui chauffe super vite, ou si vous voulez la petite nouvelle qui essaie de faire ses preuves et qui est souvent moins chère que les autres. Les prix, ça bouge tout le temps, mais ça arrive souvent que je la vois moins chère celle-là. Donc voilà, cette vidéo, elle est bien assez longue. Si vous voulez vous procurer cette imprimante, lien dans la description. Et dans la description, il va y avoir un lien vers mon site web. Et sur mon site web, il va y avoir tous les trucs dont j'ai parlé dans cette vidéo. Donc, j'ai fait référence à d'autres vidéos, j'ai fait référence à d'autres informations. Donc, toutes les informations complémentaires vont être sur mon site web, lien dans la description. Mon profil Simplifier 3D va être disponible pour téléchargement. Et encore une fois, si vous avez apprécié l'idée du t-shirt excentrique ou si vous voulez un t-shirt avec une molécule de PLA dessus, lien dans la description pour aller voir les t-shirts qu'on a designés. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!